Bonjour et bienvenue à Saint-Maur-en-Poche pour une rencontre exceptionnelle puisque nous avons la grande chance d'avoir un parrain hors norme dans le cadre de l'actualité aujourd'hui. Andrei Kourkov, bonjour, bienvenue à Saint-Maur-en-Poche. Alors pour vous resituer un petit peu, vous êtes né en 1961 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Donc c'était encore l'époque évidemment où le mur n'était pas encore tombé, c'était un autre monde. Vous vous définissez comme un écrivain ukrainien mais de langue russe. Vous parlez 6 langues, vous avez étudié les langues étrangères. Vous avez exercé, avant d'être écrivain, de nombreux métiers. Vous avez été rédacteur, notamment aussi gardien de prison, si je ne m'abuse. Vous avez écrit en plus d'une douzaine d'ouvrages. Vous avez rédigé plus de 30 scénarios pour des documentaires, etc. Vos livres se caractérisent par un regard ironique sur la vie post-soviétique, avec toujours de la profondeur, mais beaucoup d'humour aussi. Il y a quelques années, vous avez publié un livre qui a été un succès international, Le Pingouin. Ça a dû changer d'ailleurs votre vie sur le plan national, personnel, mais aussi international. Et vous venez donc de publier un autre livre avec un titre bestiaire, Les abeilles grises. En 2014, la France a déjà reconnu votre talent et votre statut puisque vous avez reçu, si je ne me trompe pas, la Légion d'honneur également. Et je voudrais vous poser une petite question en rentrant directement dans votre livre et en lisant un petit extrait, parce que vous dites dans Les abeilles grises, tout au début du livre, votre personnage, Sergeïtch, c'est comme ça qu'on prononce, vous écrivez ceci. La guerre n'avait fait naître chez Sergeïtch pas de peur pour sa vie. Attendez, je vais reprendre, j'ai mal lu. La guerre n'avait pas fait naître chez Sergueï de peur pour sa vie. Elle avait fait naître chez lui une certaine incompréhension ainsi qu'une brusque indifférence à tout ce qui l'entourait. C'était comme s'il avait perdu tout sentiment, hormis un seul, celui de la responsabilité. Aujourd'hui, Andrei, que veut dire pour vous ce sentiment de responsabilité alors que vous êtes passé d'un statut d'écrivain à un statut d'intellectuel engagé? Oui, en fait, je crois que tous les écrivains ukrainiens ont arrêté à écrire les romans, la fiction, parce que ce n'est pas le temps pour la littérature, belle littérature, on peut dire. Beaucoup des écrivains ont commencé à écrire des essais, des articles de prose documentaire. Et bien sûr, en Ukraine, c'est une situation un peu très différente de la France parce que les écrivains connus ne vendent pas beaucoup de livres. Ils sont connus par les interviews, par les textes pour les journaux, par les messages publics. C'est-à-dire c'est la statue d'une figure publique plutôt que quelqu'un qui écrit des best-sellers. Des best-sellers n'existent pas en Ukraine parce que le marché des livres n'était jamais bien organisé. Et moi-même, j'écrivais, avant la guerre, j'écrivais un roman sur les événements à Kiev en 1919. Et le 24 février, j'ai arrêté. J'ai commencé à écrire des articles, des essais. J'ai publié jusqu'à aujourd'hui approximativement 60 articles dans la presse internationale, plutôt en anglais, parce que j'écris les articles plutôt en anglais, mais il était traduit aussi, publié ici à Courrier international. Mais j'écris pour The Economist, The Guardian, New York Times, un journal hebdomadaire Norvège et tout ça. Et je suis plus engagé, bien sûr, dans les réalités d'Ukraine aujourd'hui que dans la littérature. Et c'est typique pour l'Ukraine, je crois. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas de place pour la littérature. C'est exactement ce que vous écriviez aussi dans le mot que vous avez envoyé à Saint-Maur-en-Poche quand vous avez été désigné parrain. À quel moment la littérature pourra renaître en Ukraine? Et est-ce que déjà vous imaginez quand même des fictions malgré le fait que vous êtes très tourné justement sur les articles internationaux dont vous parliez? Oui, le moment la guerre est finie, je crois la littérature va reprendre.
Et il y aura, en fait, il faut dire que avant 2004, la littérature ukrainienne, la prose ukrainienne était très romantique, très lyrique, pas engagée dans les issues sociales ou politiques, parce que c'était une réaction contre la littérature soviétique. La littérature soviétique était très engagée, très idéologisée, idéologisée, oui, ouais. pardon. Et les gens, en fait, c'était la littérature qui n'était pas lue. C'était publié par l'État, le livre était acheté pour l'État et recyclé par l'État pour reproduire la même littérature. Et après 1991, on avait, comment on dit, un créneau de 7 ans sans littérature moderne. Et à partir de 1997-18, la littérature ukrainienne jeune était une littérature sur sex, drugs and rock'n'roll parce que cette littérature n'existait pas à l'époque dans l'Union soviétique. Et à partir de la Révolution orange, c'était la première phase quand la littérature était devenue un peu plus militante. Aujourd'hui, il y a 2 littératures en Ukraine. La littérature écrite par les vétérans de la guerre à Donbass à partir de 2014. Et ces vétérans, c'est une communauté de 400 000 personnes. Ils ont fondé les maisons d'édition. Ils écrivent les livres plutôt sur la guerre et ils lisent ces livres. Et c'est une littérature complètement différente de la littérature traditionnelle. Et il y a un concours un peu bizarre entre les écrivains traditionnels qui écrivent sur la guerre et les écrivains vétérans. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est une situation un peu plus complexe. Mais en tout cas, aujourd'hui, avant février, la littérature ukrainienne était plus engagée politiquement, beaucoup plus qu'apparemment. Et en fait, si on parle des abeilles grises, je ne pensais pas d'écrire ce livre. Au début, j'ai dit que je ne vais pas écrire sur la guerre jusqu'à la guerre est finie. Mais c'était par hasard parce qu'à partir de 2014, à Kiev, pratiquement dans une semaine après après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre à Donetsk et Lugansk, j'ai remarqué beaucoup de voitures très chics avec des plaques de Donbass. C'était les premières... c'était les gens des affaires, c'était les riches de Donbass qui s'est déménagé tout de suite à Kiev et s'installer à Kiev. Et après, 2-3 semaines après, on a eu 1000 et 1000 des voitures très pauvres, très mauvaises, avec des plaques de Donbass. C'était les gens ordinaires de Donbass qui sont venus. Et à partir de ce moment, la société était changée. Il y avait beaucoup des réfugiés, des gens déplacés de Donbass. Et j'ai commencé à les rencontrer chez mes amis. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme des affaires qui a ouvert un petit café à Kiev. Et il m'a raconté qu'il part par voiture chaque mois. C'était déjà un peu plus tard, 6-7 mois après, qu'il part dans un village près de la ligne de front, abandonné, sauf cette famille qui habite là, qui restait là, qui essaie de survivre là, sans électricité, sans gaz, sans magasin, sans la poste, c'est-à-dire sans infrastructure. Et il les ramène médicaments et il lui donne des conserves, des légumes, des fruits, de ça. Et c'était le premier moment quand je pensais de la zone grise. J'ai compris que la zone grise, c'est le territoire entre les positions des séparatistes et des Russes et position de l'armée ukrainienne. Ce territoire a la même longueur que la ligne de front. C'était 430 km. J'ai regardé la carte. Il y avait dizaines et dizaines de villages dans cette zone sans contrôle. C'est-à-dire c'était les gens qui restaient habitaient dans les villages presque abandonnés, sans accès, par exemple, à l'aide médicale, il n'y avait pas de magasins, il n'y avait pas de police. Et je pense, à ce moment, c'était déjà 2016, quand j'ai commencé à penser du livre, j'ai compris que, oui, il y avait
10, 15 000 de gens qui habitaient dans le no man's land. Et personne ne pensait pas de ces gens. Ils étaient ignorés parce que tous les écrivains écrivaient sur la guerre, sur les combattants, sur les batailles, sur les traîtres et les héros, les soldats. Et comme ça, j'ai décidé de donner la voix à gens qui officiellement n'existaient pas. Oui. Mais donc justement, on entend bien quand vous parlez que vous êtes un conteur. Vous arrivez là à raconter l'histoire des choses du microcosme de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'un écrivain peut dire aujourd'hui au monde que les médias, les diplomates, les politiciens ne peuvent pas dire ou ne savent pas dire? Oui, en fait, les médias et les politiciens parlent toujours des statistiques, c'est-à-dire des choses sans visage, sans personnage, sans peuple. Et les écrivains racontent des histoires humaines. Et je crois que les histoires humaines sont plus importantes que les statistiques, que les faits journalistiques, parce que par une histoire humaine, par une histoire d'un réfugié, et j'ai rencontré beaucoup de réfugiés de Donbass ici à Montpellier, par exemple, et il m'a raconté ces histoires. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'un article ou un message des politiciens. Parce que j'ai rencontré une famille, et bien sûr, à partir du début de la guerre, les hommes, de l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans, ils ne peuvent pas sortir du pays à cause de l'état de la guerre. C'était toujours les femmes et les enfants. Et c'était une famille, 4 femmes, 5 chats et un chien, dans une voiture ancienne italienne. La voiture avait 23 ans. Et ils traversaient l'Ukraine et ils sont arrivés jusqu'à Italie où la voiture se trouvait en panne. Et il était aidé de faire quelque chose temporairement pour aller jusqu'à Montpellier. Et la voiture aujourd'hui est en panne là. Mais ils sont donnés un appartement 30 km de Montpellier, dans un village. Ils sont les seuls réfugiés ukrainiens dans le village. Ils ne parlent pas le français. Mais il rêvait de la dame Galina, c'est une vieille dame qui est la mère de deux filles et une grande fille là-bas aussi. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais elle est habituée à travailler dans un petit jardin. Et quelqu'un a donné un petit jardin, elle travaille, elle a planté des pommes de terre. Et je crois que c'est tragique, mais c'est aussi magnifique. C'est aussi quelque chose qui a l'esprit de résistance. Oui, et pour moi, les histoires comme ça, c'est la vérité de la guerre. C'est la vérité de la vie aujourd'hui en Ukraine, en Europe. Et il n'y a pas de statistiques ici parce que je connais les noms de ces dames. Et des chats aussi. Et alors justement, vos romans sont toujours faits pour comprendre cette société post-soviétique et puis aujourd'hui la société ukrainienne, de beaucoup d'humour et beaucoup de poésie. Pourquoi la satire et la poésie sont des outils pour finalement raconter des histoires? À quoi ça sert la satire et la poésie? Pourquoi cet humour vous aide finalement à exorciser ce qui se passe? Oui, je crois à l'origine, mon humour est plutôt soviétique ou anti-soviétique. Tout à fait, oui. Le Pingouin est un oui, parce roman que j'ai commencé anti-soviétique. à écrire la prose à l'âge de 13 ans en inventant les blagues politiques et pas politiques, parce que mon frère, qui est 7 ans plus âgé que moi, il était un dissident anti-soviétique. Il avait beaucoup d'amis qui nous visitaient et passaient beaucoup des heures chaque nuit dans la petite cuisine en buvant porte et échangeant la littérature interdite et racontant les blagues politiques. Et j'adorais les blagues et j'ai commencé à écrire aussi les blagues. Et comme ça, plus tard, à l'âge de 18 ans, c'était 1979, moi et mon frère, nous avons participé dans le concours illégal des raconteurs de blagues à Crimée. Et une fois, on a gagné 6 bouteilles de champagne soviétique parce que j'ai raconté plus que 500 blagues
plutôt des blagues que j'ai inventées. Et à partir de ça, mais pour moi, comme pour beaucoup des intellectuels soviétiques, l'humour, c'était aussi un moyen de résistance contre le système soviétique parce que j'ai trouvé tout dans la vie soviétique surréel et bizarre. Et j'étais nourri par ça. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, je suis nourri par cette passé soviétique parce que jusqu'à aujourd'hui, je trouve beaucoup de choses drôles que je n'ai pas remarqué pendant la vie soviétique. Parce que j'écris maintenant une série de romans sur 1919 et j'adore l'histoire. J'ai fait beaucoup de recherches, mais cette fois, j'ai reçu un cadeau, 3 boîtes des dossiers originaux des polices secrètes des bolcheviks. Et là, par exemple, tous les dossiers sur Kiev et les environs de Kiev. Et j'ai trouvé les papiers sur les premiers décrets des bolcheviks à Kiev. Par exemple, je ne sais pas, c'est un peu difficile pour moi à dire en français, je vais essayer. Il y avait impôt, taxe. Taxe des sous-vêtements. Sous-vêtements. C'est-à-dire, chaque famille à Kiev était dit que chaque famille doit donner 3 paires. 3 paires de sous-vêtements. Sous-vêtements. Ouais. C'est pareil, féminin ou masculin, aux soldats d'armée rouge, parce que les soldats d'armée rouge n'avaient pas de sous-vêtements. Il avait la même chose, l'impôt des meubles. Chaque famille était donnée une instruction que la famille a droit à avoir une chaise par membre pour un membre de famille, plus une chaise pour un invité. Toutes les autres chaises étaient expropriées et utilisées dans les bureaux soviétiques au début des pouvoirs soviétiques. Et comme ça, c'est drôle. Oui, complètement. C'est drôle. Et ça résonne beaucoup, je trouve, avec les abeilles grises qui racontent cette histoire de Sergueï, hein, qui est un apiculteur qui veut pas quitter son village, qui a envie de rester philosopher, boire du vin avec son voisin. Et il y a cette idée que finalement le monde est absurde et que on va quand même essayer d'y trouver un sens. Est-ce que le fait d'écrire des livres, c'est aussi un moyen de trouver un sens à l'absurdité du monde? Oui, bien sûr, parce que si un écrivain écrit quelque chose, il essaie aussi, dans le même moment, comprendre qu'est-ce qu'il écrit. Et pour moi, pour formuler les idées, pour formuler compréhension, c'est plus facile en écrivant ça. Oui, bien sûr. Il y a quand même, vous avez dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, vous expliquiez que la grande différence entre le peuple russe et le peuple ukrainien, c'était que les Russes sont un peuple collectif et les Ukrainiens sont des individualistes anarchistes. Je crois qu'il y a même 400 partis, je crois, en Ukraine. Comment est-ce que dans une situation comme vous la connaissez aujourd'hui, comment est-ce que ce sentiment individualiste s'exprime ou au contraire s'efface pour créer un immense sentiment de combattant et de solidarité entre vous? Oui, en fait, les Ukrainiens s'est unis pour combattre contre le peuple, la mentalité collective russe, pour défendre le droit d'être individu. Parce qu'en fait, c'est vrai, les Ukrainiens étaient toujours individualistes. Ils ne voulaient pas rejoindre les kolkhozes et sovkhozes, c'est-à-dire les fermes collectives soviétiques à partir de 1927-29. À cause de ça, 300 000 fermiers ukrainiens étaient déportés en Sibérie. Après, les Ukrainiens étaient punis avec famine artificielle en 1932-33 pour la même raison. Et il y avait 5 à 7 millions de victimes de cette famine. Mais en fait, aussi Lénine savait que c'est impossible de construire la société communiste avec des Ukrainiens. Lénine n'a jamais visité Kiev. Il a détesté parce que son rêve était créer une nation soviétique sans racines. Bien sûr, sans origine ethnique, sans langue maternelle. À cause de ça, il avait cette continuation des politiques de russification, commencée à l'Empire russe et continuée par Lénine et Staline, pour remplacer toutes les langues des républiques avec le russe, parce que c'était impossible de faire une carrière si tu ne parles pas russe et tout ça.
Et je dois expliquer, bien sûr, l'Ukraine était indépendante jusqu'à 1654. C'était un pays entre l'Empire russe et Pologne, avec des élections des chefs d'État qui s'appelaient Guetman. Il était le chef d'armée et chef d'État. Il était élu, et les officiers d'armée cosaques étaient élus. Mais tout de suite, après des élections, il y avait déjà des intrigues pour remplacer quelqu'un qui était élu. Et à cause de ça, vraiment, la vie politique était toujours très turbulente en Ukraine et reste comme ça aujourd'hui. C'est à cause de ça, nous avons 400 partis politiques enregistrés dans le ministère de Justice. On imagine ce que ça donnerait en France après les dernières législatives. Est-ce que l'Ukraine vient de demander son adhésion à l'Union européenne et finalement vous parlez plusieurs langues, voilà. Est-ce que il y a dans la littérature la capacité à créer une forme de sentiment européen et de peuple européen selon vous? Il y a. En fait, en France, on ne sait rien sur la littérature ukrainienne. Parce que c'était toujours la Russie qui poussait sa littérature, sa culture. Et tous les Européens connaissent beaucoup sur Dostoïevski, Tchekhov, Turgenev, Tolstoï et tout ça, Tchaïkovski. Et ils ne connaissent rien sur les componistes, les peintres, la littérature ukrainienne. La littérature ukrainienne était écrite en quelques langues. Le plus connu philosophe et écrivain ukrainien, Skovoroda, Grigory Skovoroda, il a écrit des poèmes et des essais en 5 langues. Et bien sûr, par exemple, un des écrivains classiques ukrainiens, Ivan Franko, il était le citoyen d'Empire autrichien-hongrois. Il a écrit en allemand et en ukrainien. Et sa littérature, ses romans, complètement européens, c'est le même style de l'époque européenne. Il avait des écrivains qui écrivaient en yiddish. C'était aussi les gens de Bukovine, de Galicie. C'est-à-dire, beaucoup de la littérature ukrainienne était écrite en allemand, en polonais. Aujourd'hui, il y a une communauté des écrivains ukrainiens qui habitent dans les régions des Carpates, écrivent en hongrois. Ils sont des hongrois ethniques. Ils écrivent sur l'Ukraine, en hongrois. C'est aussi la littérature européenne, comme la littérature aussi hongroise. Une dernière question peut-être. On voit que voilà, il y a dans beaucoup de grandes manifestations internationales, l'Ukraine est mise en avant. Vous parlez de ce côté où la littérature ukrainienne est à peu près inconnue. Est-ce que dans le contexte actuel, vous ne craignez pas de recevoir le prix Nobel de littérature? Qui? Moi? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas des prix. Parce que si on commence à penser sur les nominations et des prix, on arrête d'écrire et commence à attendre. Et c'est très triste. Et je crois peut-être il y a des écrivains qui se suicidaient à cause de ça. Parce qu'ils n'ont reçu rien. Et je connais en fait quelques écrivains ukrainiens qui attendaient, par exemple, pour 20 ans pour recevoir le prix national ukrainien pour la littérature et jamais reçu. Et ils sont très tristes. En tout cas, vous avez le prix de notre cœur. Merci Andrei Kourkov d'être venu jusqu'à Saint-Maur. Merci à vous. Il est encore là cet après-midi, donc profitez-en, allez le voir et allez discuter avec lui. Voilà. Merci beaucoup, Andrei Kourkov. S'il vous plaît, lisez les livres sur l'Ukraine parce qu'il y a des livres magnifiques écrits par les Américains, par les Anglais. Il y a un livre par Philip Sands en français. Je ne sais pas le titre en français, mais c'est un livre magnifique sur 2 avocats ukrainiens juifs des années 1930. M. Lemkiv a inventé en fait le terme génocide et l'autre les crimes contre l'humanité. Et c'est une histoire d'Ukraine d'Ouest à partir des années 1930 jusqu'à la fin de la guerre. Et il y a des autres livres comme Timothy Snyder, Anne Applebaum, Sergei Plokhy. Je crois si vous lisez les livres sur l'Ukraine, non-fiction plutôt, vous comprenez mieux qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui et les raisons pour les atrocités russes contre Kiev, contre l'Ukraine.